Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'intelligence artificielle prédictive. Je suis Josiane Fortin, conseillère en développement économique durable pour le Centre d'aide aux entreprises Beauce-Chaudière. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance de rencontrer un expert en intelligence artificielle et vous avez aussi la chance de lui poser toutes vos questions. Alors, durant la présentation, vous pouvez les écrire dans le chat et on a prévu certaines sections pour pouvoir les poser. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Morin de Predict.com. C'est une entreprise dont le siège social se trouve à Sainte-Marie. Donc, c'est une entreprise de chez nous. Nicolas, merci d'être avec nous. Je te cède la parole. Oh, merci beaucoup, Josiane. Bienvenue tout le monde. Écoute, on a on va dire une fin d'avant-midi assez chargée. Comme à l'habitude, on en discutait, Josiane et moi, j'ai peut-être préparé beaucoup de matériel pour notre durée, environ 50 minutes. Donc, est-ce que tu as parlé, Josiane, de la façon où on prendrait les questions? Oui, on passe ça dans le chat. Excellent. Numéro 1, fait n'hésitez pas. On va tenter d'y répondre à quelques moments durant la présentation. Parfait. Bon, ben, pour vous parler le thème de fond ou la trame de fond ici, c'est anticiper l'avenir. Comment l'IA prédictive vous permet de transformer la gestion manufacturière? Pour commencer, je vais vous parler ou partager quelques exemples qui m'ont amené à créer Predict, mais aussi qui m'ont amené sur la voie de l'intelligence artificielle prédictive. Au départ, je faisais de l'intégration ERP. OK, j'étais partenaire dans une entreprise, mais j'avais eu beaucoup de clients dans différents secteurs d'activité. Un point commun lequel j'ai toujours retrouvé, c'est comment je fais pour prendre de meilleures décisions? Comment je ferais pour prendre mes données qui sont fractionnées, qui sont à la fois dans des systèmes des systèmes différents, que je viens intégrer dans mon nouveau ERP que je viens d'implanter. Mais comment je peux utiliser aussi des données qui sont à l'extérieur de ces systèmes-là pour être capable d'augmenter mon processus de décision, pour me permettre d'anticiper les éléments, prendre des meilleures décisions, faire des meilleures planifications au niveau de la production, par exemple. C'est ce qui m'a inspiré à créer Predict. Utiliser l'IA prédictive en entreprise pour affiner le processus décisionnel et la prévisibilité des actions. Dans le fond, Predict, un petit mot, c'est une plateforme qui est alimentée par l'IA pour laquelle on se connecte de manière transparente à vos systèmes existants pour vous fournir des indicateurs et aussi des prévisions et des actions ou recommandations d'actions en se basant sur vos données. Donc, dans le fond, on transforme la donnée brute en renseignements clairs et exploitables. Aujourd'hui, je vous amène dans l'IA prédictive. Donc, qu'est-ce que ça fait? Pour partir, bon, parfait, ouais, ça fonctionne. Fait que pour partir, on va appeler ça le calme avant. Le calme avant la tempête. Dans un mode où on se reporte avant COVID, où on a une volatilité qui est limitée, on a des tendances qui sont facilement observables, l'intuition, la prise de décision basée sur l'intuition, ou l'identité, on va parler d'émotion, valeur de ce côté-là, c'est prévisible. Les risques sont mitigés, il y a peu de changements. Si je vous posais la question, quelle est la tendance que vous voyez présentement? Là, j'aurais aimé avoir du feedback, je pense que je vais tout sur mute. Mais dans le fond, je vais avancer. Dans le fond, la prévision, on a une tendance qui est facilement observable ici, là. On va voir que, bon, on a une croissance sur peut-être la fin des années, si c'est trop petit, peut-être 2018-2019, on a une croissance là, contrôlée, mais quand même qu'on est capable d'observer relativement facilement. J'ai un stream de revenus, je n'ai pas d'autres informations, j'ai mon expérience, mon expertise que j'ai développée au fur et à mesure de mes années en entreprise, mais je suis capable de prendre des décisions basées sur mon pif, comme on dit. Je suis capable aussi, relativement facilement, d'identifier des saisonnalités, des pics de demande, des pics de revenus, des besoins en inventaire supplémentaires,
Fait qu'on va être capable de voir là, relativement facilement, là, à chaque quart, numéro 4 au niveau, on va être capable de voir les données ou un pic qui correspond à une saisonnalité ou à une pointe de demande. On est capable de voir aussi que dans la croissance, je vais voir aussi ce qu'on va appeler des données limites ou des données qui sont à l'extérieur des tendances observées. Donc, on va se retrouver peut-être plus dans un mode où on va être facilement capable d'identifier ces données-là et de les éliminer, qui sont dues, par exemple, à la signature d'un nouveau contrat qui est non répétitif. Par exemple, je dois fournir un inventaire pour localiser à un client particulier. Bien, je vais être capable de dire, bon, ce n'est pas la tendance normale, on a signé un nouveau distributeur, pour nos produits. Ben, je ne le reverrai pas, peut-être pas. Fait que je suis capable d'éliminer relativement facilement. Donc, si je m'en viens par la suite, puis je vous dis, ben, c'est quoi la tendance normale que vous observez? Naturellement, on va projeter, encore là, la croissance de revenus de façon linéaire. Ce qu'on va appeler, là, basé sur l'intuition, euh, basé sur vos expériences. Depuis COVID, on va appeler ça la tempête. Depuis COVID, oui, la COVID a le dos large, mais la COVID a amené beaucoup d'éléments au niveau de nos entreprises. Beaucoup d'éléments, beaucoup de risques, beaucoup de changements, beaucoup de volatilité. Des changements au niveau du supply chain, des changements au niveau de fournisseurs, des changements au niveau des habitudes des consommateurs, de vos clients. Tout ça mis ensemble peut favoriser, dans le fond, oui, une croissance, mais embrouiller les cartes. Je donnais l'exemple tout à l'heure à Josiane, c'est que quand on suit un onde, puis on essaie de déterminer la fréquence, puis qu'il y a beaucoup de bruit, on perd le signal, on perd la tendance. On est quand même capable aujourd'hui d'identifier qu'il y a une certaine tendance, mais c'est plus difficile par l'intuition seulement d'identifier si on est en plateau, excusez, ou en croissance. Donc là, de ce côté-là, comment on va se positionner? Encore là, je parlais tantôt, on a des signaux moins clairs. Est-ce qu'on a encore des saisonnalités ou c'est complètement éliminé? C'est une demande continue en temps réel. La question qu'on va se poser durant cette tempête-là, qui n'est pas finie, puis en tout cas, tous les signes nous montrent que ça continue aujourd'hui, ben, comment ça va me forcer à m'amener à faire des scénarios supplémentaires. Donc, comment je vais faire pour déterminer les différents scénarios, sur quelles données je vais me baser, qu'est-ce que je vais considérer comme facteur dans mes différents scénarios. Ben, les trois réponses, les trois scénarios sont possibles aujourd'hui. Donc là, l'intuition ne suffit plus. Il faut s'adapter, il faut prévoir, il faut planifier. C'est plus difficile de le faire. C'est là que l'IA prédictive peut venir vous aider. L'IA prédictive peut venir vous aider. Puis là, ben, je pose quelques questions je vais essayer de positionner durant la rencontre aujourd'hui. Donc, comment on va passer de l'instinct à des décisions qui sont basées sur l'expérience, qui sont encadrées par des faits? Comment on va réussir à passer de décisions réactives à des décisions proactives, encore là, basées sur des données ou des faits? C'est des mesures qui sont dans des temps volatiles, c'est essentiel de faire. Pour y arriver, ben, je vais vouloir connecter des milliards de points de données générés chaque jour. Puis là, je dis des milliards, là, ça c'est au sens large, mais dans votre entreprise, vous avez des points de données aujourd'hui qui sont créés, qui sont générés par les différents systèmes, par les processus, par vos clients, qui vont vous permettre d'optimiser la production, de réduire les coûts, puis d'éviter les pannes. Donc, aujourd'hui, dans les 40-45 prochaines minutes, notre mission, ça va être, je vais essayer comme objectif, là, vraiment, de vous adresser pourquoi l'IA prédictive, c'est accessible aujourd'hui, dès aujourd'hui pour votre entreprise, en passant par démystifier c'est quoi l'IA prédictive, vous illustrer des cas concrets, puis vous donner un cadre pratique, puis un petit outlook sur qu'est-ce que l'avenir nous réserve. On va essayer de cadrer ça dans les 45 prochaines minutes. Puis Josiane va lever la main ou me faire un signe si on dépasse le temps.
j'ai envie de vous poser une question aujourd'hui. Oups, avant de sauter sur cette slide-là. La question que je vous pose, puis là, je vais vous demander de lever la main. Après cette intro-là, puis en prenant un petit peu de recul sur notre sujet aujourd'hui, est-ce que vous considérez que les données, au sens large, produites dans votre entreprise, constituent un élément clé dans la conservation de votre avantage compétitif? Oui, je lève la main. Non, je baisse la main. Je ne sais pas si je suis capable d'aller voir les résultats. Oui, je pense que oui. Oui, on a plusieurs mains levées, au moins 11 mains levées. Ça continue, ouais, je viens de voir. Oui, OK. sont convaincus, sont convaincus. C'est bon, merci. Merci, Laudiane. Dans le fond, la question qu'on va dire, c'est OK, donc, puisque, on va dire, la majorité considère que les données sont essentielles, pas à la survie nécessairement, oui, probablement à la survie de votre entreprise, mais à conserver son avantage compétitif aujourd'hui sur sa concurrence. Qu'avez-vous mis en place pour vous assurer que ces données-là sont exploitées? Qu'est-ce que vous avez fait? Je vous pose la question, peut-être plusieurs y répondent. Est-ce qu'il y en a qui utilisent l'IA prédictive aujourd'hui, déjà, en entreprise? Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à utiliser, à leverager l'IA générative? Là, je ne parle pas juste d'utiliser ChatGPT dans votre day-to-day, mais vraiment contribuer à l'aide de l'analyse de données un petit peu pour comprendre ce qui se passe un petit peu plus loin sur les premières analyses là, plus simples qu'on va faire. Il y a une étude sur laquelle qui est sorti en juin l'année dernière, qui va venir cadrer un petit peu la représentation de ce qui se passe en entreprise manufacturière. C'est National Association of Manufacturers, qui est une association nord-américaine, qui a fait une étude sur au-dessus de 500 entreprises manufacturières. 86% considèrent les données comme essentielles pour maintenir un avantage concurrentiel. Donc, c'est clair, puis on le représente aujourd'hui avec les mains levées. Là, je ne sais pas, je n'ai pas fait le décompte si c'était 86, mais on va dire en majorité, on s'alignait de ce côté-là. Ma deuxième question était, qu'avez-vous fait? 75% reconnaissent n'être que modérément capables d'analyser les données issues des opérations manufacturières. 70% de ces entreprises-là qui ont participé à l'étude continuent de recourir à la collecte manuelle des données, avec tout ce que ça comporte. L'effort, de prendre en note et de retranscrire ces données-là. 2, le risque d'erreur potentiel, qui est quand même assez important. Puis il y a seulement 15%, c'est là où ça frappe, où ça m'a frappé le plus, là, mais c'est que 15% ont une stratégie de data ou de données alignée sur leurs objectifs d'entreprise. Ils se créent des targets, des objectifs, des mesures, puis ils s'assurent d'avoir les données pour être capables d'atteindre, de mesurer la progression et l'atteinte de cet objectif-là. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un challenge ou perception qui viennent, quand on regarde un petit peu, l'étude nous amène dans un endroit où les challenges et les perceptions. Donc, dans plusieurs des cas, les entreprises ont répondu que les données sont dans des formats différents, dans des solutions différentes, dans des endroits différents. Ça vient complexifier l'analyse de données. Le manque d'expertise, on dit compétences, expérience à l'interne pour être capable justement de traiter ces données-là. Ça peut être aussi la qualité des données qui est en cause, le manque de collaboration entre les divers départements, vous pouvez peut-être vivre ça aussi de votre côté. Il y en a qui ont testé, qui sont restés bloqués en phase pilote. Ils n'ont pas complété changement de priorité. Toutes les raisons sont bonnes, mais ils sont restés en phase pilote et n'ont pas poussé pour aller pleinement bénéficier, compléter la phase pilote pour aller commencer à relever des retours sur les investissements qu'ils ont faits. Puis naturellement, ça se peut, dans certains cas, il y a de l'incompatibilité au niveau des processus d'affaires. Donc, on va tomber dans la description de l'IA prédictive. Là, Josiane, je vais peut-être juste... question. Vas-y. Oui, bien, en fait, on a reçu dans le chat, un peu avant que tu expliques justement la diapositive précédente, comment est-ce que ça cadre dans un système ERP?
Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça vient, où est-ce qu'on le mettrait, là, cette intelligence artificielle-là? Ah, c'est un super bon point. Je vais y répondre dans quelques minutes, mais on Parfait. je vais vous donner une prémisse là, simple. Le ERP est une base de transactions. On capture des transactions à l'intérieur du ERP. Donc, c'est une base qu'on va appeler historique. OK? Je vous laisse ça comme ça. Donc, c'est ma donnée historique. Elle est exploitée par l'IA. L'IA vient lire ces données-là. Vous allez comprendre un petit peu plus loin là, comment l'IA prédictive vient extraire cette info-là. C'est relativement, j'espère l'avoir simplifié. C'est pas très complexe, vous allez voir. Y a-t-il d'autres questions, Josiane? Non, on continue. Excellent. Donc, l'IA prédictive, c'est quoi? L'IA prédictive, dans le fond, c'est de l'analyse avancée qui utilise vos données pour prévoir des événements et comportements et résultats futurs. OK? Ça utilise des techniques statistiques. Ce n'est pas une boule de cristal. On ne joue pas au Ouija. Marc, peut-être que mon exemple est peut-être pas bon, là, mais techniques statistiques, des algorithmes, machine learning, c'est des modèles prédictifs. C'est de la statistique avancée. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est d'anticiper avec précision dans un marché plus volatile. Pourquoi? Parce qu'on a des points de données internes et des points de données externes. Un petit élément rapide, prédictif, génératif. C'est deux choses complètement différentes. Le prédictif anticipe, basé sur vos données historiques. Le génératif, lui, apprend ces données-là pour créer du nouveau contenu, créer de la nouvelle donnée par rapport à ces apprentissages. Vous utilisez du génératif quand vous dites voici ma base théorie, voici le livre que j'ai lu, voici le vidéo que j'ai vu. Peux-tu me produire un blog pour mon site web en utilisant cette source de contenu-là? Ça, c'est du génératif. Les deux peuvent travailler ensemble. Le prédictif fournit de la data analysée, puis le génératif se met en œuvre pour prendre les recommandations et les activer et les faire. Je vous ramène dans le temps un petit peu. La base au niveau de l'historique de l'IA prédictive, c'est pas compliqué. Ça ici, ce qu'on affiche, vous allez probablement vu plusieurs fois. Vous êtes manufacturier. Donc, les 4-5 étapes de la révolution industrielle au niveau de la transformation manufacturière. Ça part de la mécanisation dans les années 1780, on a l'électrification. Puis après ça, des années 70, on commence à avoir des lignes de montage, des lignes d'assemblage automatisées. L'automatisation, la robotisation. On va avoir des ordinateurs dans les entreprises, pas nécessairement sur le plancher de production, où on va aller commencer à créer de la donnée. On va générer cette donnée-là. Puis à partir de 2010, on va tomber dans la digitalisation, la transformation, le fameux 4.0, où on va introduire des objets connectés qui vont créer de la donnée. On va avoir du big data ou de l'analyse de données. Donc, on va commencer à storer cette donnée-là, puis on va commencer à développer des systèmes d'analyse en intelligence artificielle. La prochaine révolution, ce qu'on est en train de vivre, c'est la personnalisation, ce qu'on va appeler potentiellement l'utilisation de la donnée, mais surtout la collaboration entre l'humain puis la machine, avec l'aide, oui, des robots, d'intelligence artificielle. Puis encore là, on va continuer à évoluer, puis à prendre de la donnée, puis à utiliser nos capteurs. Donc, ça fait plusieurs années dans le fond, l'IA prédictive chemine et évolue. Au départ, on appelait ça de la recherche opérationnelle. Pour ceux qui ont fait le génie, en génie industriel, vous avez fait de la recherche opérationnelle, du calcul. C'est des calculs d'optimisation. On peut donner l'exemple de j'ai 4000 points d'arrêt pour une entreprise ou un système de transport en commun qui relie autobus, par exemple. J'ai 4000 points d'arrêt, 4000 drop-off. Je vais avoir un pic au niveau de ma demande. Combien d'autobus je dois mettre en circulation à 5 heures un mardi? La recherche opérationnelle va me permettre de répondre à ces questions-là, va me permettre d'optimiser, dans le fond, la demande et pour pouvoir servir correctement. Vers les années 80, les bases de données, l'informatique se développe, ça augmente la puissance de calcul. Et puis là,
la recherche opérationnelle, là, ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de la digitalisation, vous en avez un petit peu avant les années 2010, là, dans les années 2000, on va avoir la création des premiers modèles de machine learning qui permettent d'exploiter de la donnée de façon massive, d'anticiper des demandes en temps réel. C'est de là que vient l'intelligence artificielle prédictive. À mon souffle, je vais prendre une gorgée d'eau. Je vais vous parler des techniques utilisées. Donc, dans le fond, on prend des données, on va les classer, les analyser. Vous allez le voir un petit peu, je vais vous l'illustrer tout de suite après. Puis, on va les passer dans un modèle prédictif. Puis, ce modèle-là utilise la statistique principalement avancée, mais aussi différentes techniques que vous voyez. Ce sera pas long. Ouais, c'était pas une pub pour Shop Santé. Mais dans le fond, les composantes essentielles de l'IA prédictive, on va avoir, dans le fond, une combinaison de technologies et de méthodes avancées qui va jouer un rôle, dans le fond, dans l'analyse de données pour générer des insights, des actions, des prédictions, des prescriptions à partir de vos données. Donc, on va parler de régression. Dans le cas des régressions linéaires, là, dans le fond, une multitude de points, on trace une courbe, un peu comme j'ai fait au début. Un peu un exemple de régression linéaire. Donc, j'ai pris l'ensemble des points de revenu, puis j'ai tracé une ligne qui représente la moyenne approximative. Prévision de la demande, on va faire ça de cette façon-là. L'analyse de cluster, donc des techniques pour regrouper des données qui sont similaires, les segmenter. Par exemple, gestion des stocks, mais aussi segmentation de clients. Ce qu'on entend le marketing numérique, être capable de vraiment structurer, segmenter de la clientèle pour offrir une offre, pour avoir une offre personnalisée à leurs besoins. On fait ça aujourd'hui aussi, même en entreprise manufacturière. Apprentissage automatique, analyse chronologique, donc prévision de besoins en matière pour identifier en fonction des tendances, des saisonnalités, des cycles. Puis, dans le fond, l'ensemble de ces outils-là, combinés à vos volumes massifs de données, donc qui viennent des capteurs, qui viennent des systèmes comptables, des systèmes ERP, on avait la question tout à l'heure. Je vais aller prendre mes données, je vais les structurer, je vais les passer dans mes modèles pour produire mes insights, produire mes prédictions, produire mes prescriptions. En image, ça ressemble un petit peu à ça. Fait que dans le fond, je vais capturer de la donnée, je vais faire l'acquisition, je vais nettoyer, préparer les données. Puis quand je parle de capturer la donnée, on va penser à connecter à plusieurs systèmes différents. L'IA, en général, va vivre et être de plus en plus performante si on lui ajoute du contexte. Donc, plus qu'un stream de données. L'IA est très forte à trouver des tendances, des corrélations entre les différents points de données ou sources de données pour être capable d'établir tantôt des explorations, des analyses, puis faire de la modélisation. Ce qui est important de comprendre dans un modèle prédictif, dans le fond, c'est qu'on va avoir une période de comparaison et de test. Je vous amène en bas ici, là. Donc, dans le fond, oui, on va nettoyer les données, on va enlever, dans le fond, les outliers, les données qui ne sont pas représentatives de ce côté-là. De l'autre côté, on va aller vers l'exploration et l'analyse. On va aller trouver ce qui nous manque. On va aller modéliser pour produire, dans le fond, le résultat, la prédiction, la prescription. Puis on va aller comparer avec les résultats. La comparaison va nous amener tout le temps dans un mode où on va être capable d'ajuster notre modèle pour répondre à la situation. Donc, on est dans un temps volatile, les situations changent, je me base sur l'historique. Qu'est-ce qui va se passer si je veux bien prévoir? Bien, si je veux bien prévoir, je vais utiliser ma base historique. Oui, mon modèle, ma plateforme ou mon modèle de prédiction qui va produire mes insights et mes prescriptions, mais je vais aller me nourrir beaucoup des données à l'externe. Quand on parle des données externes, on va penser aux données des fluctuations de prix des matières premières. On va penser aux tendances marché, les mises en marché, les mises en construction, l'augmentation ou la baisse de l'emploi. Toutes des données qui sont micro et macroéconomiques vont venir amener du contexte à ma base personnelle au niveau de l'historique de mon information. Donc, c'est comme ça que l'IA va devenir de plus en plus performante.
Là, on va tomber dans un mode où on va poser la question, est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il y a de la précision? Est-ce qu'on peut obtenir ça? Ben, je vous parle depuis tantôt, un petit peu là, de classer les données, les passer dans un modèle qui est statistique. Puis là, ben, il faut que je choisisse mon bon modèle pour être capable de représenter le challenge ou le défi que j'ai ou la question que je veux répondre, la problématique que je veux résoudre. C'est quoi que je peux m'attendre comme résultat ou comme justesse? Ben, à la base, la décision humaine, on appelle ça le coin flip, là, c'est 50-50. Je peux être à gauche ou à droite là, en fonction de la décision que je vais prendre. C'est un peu la base de la précision. Donc, si je veux être performant avec un système IA prédictif, je dois être nécessairement au-dessus de cette base-là. Donc, c'est une prévision. Ce n'est pas parfait. Il faut la faire travailler, il faut l'analyser. Mais on réussit dans des cas à obtenir plus de 84% de précision par rapport aux résultats validés. Quand je parle de résultats validés, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle des tests en rétrospective ou du backtesting. Donc, on va dire, OK, dans l'historique des 3 dernières années, ben, mes 36 derniers mois, je vais prévoir mes revenus mois après mois. On va cacher les données futures au système, puis on va y donner juste des tranches de données. Puis on va être capable d'améliorer le système ou de choisir le bon modèle en fonction de la réponse. Puis dans le futur, il ne faut pas que j'arrête de faire ça. Il faut que je continue à tester au fur et à mesure mon modèle. Le point que je veux faire ici, c'est de vous dire qu'aucune prévision n'est parfaite. Il y a toujours une marge d'erreur. Puis c'est une des raisons pourquoi nous, on a décidé d'afficher dans notre plateforme nos modèles prévisionnels en range, OK? Pour simplement vous donner comment on appelle ça, là, mais minimiser l'erreur. Donc, dans le fond, c'est quoi l'écart type de l'erreur qu'on va afficher? OK? Donc, pour permettre de vous dire, OK, où je me situe par rapport à cette prévision-là? Est-ce que si j'ai un grand écart, ben, j'ai peu de précision prévue par le système. Si j'ai un tout petit écart, le système va dire, ben, je suis assez précis, j'ai suffisamment de données contextuelles et historiques, internes, qui m'appartiennent pour être capable de te fournir une bonne prévision. Donc, on parlait d'intervalle de confiance. Excusez, je cherchais le terme tout à l'heure. Fait que c'est vraiment sur quoi on va se baser. Donc, c'est de l'aide à la décision. Quelle est l'étendue vraiment au niveau de l'IA prédictive? On va penser au secteur optimisé, donc fiabilité des équipements. Vous avez peut-être déjà de la maintenance préventive, en tout cas probablement à l'interne. Bon, l'utilisation des capteurs, par exemple, il y a des compagnies qui vont vous fournir un capteur qui va mesurer la vibration, qui va mesurer la température et le son. Ils sont complètement déconnectés de votre équipement. On vient de poser sur l'équipement, puis juste avec ces données-là, ils sont capables de voir les fluctuations et de vous aviser s'il y a des tendances en augmentation, par exemple au niveau du bruit, au niveau de la vibration. C'est des combinaisons aussi entre ces 3 mesures-là pour vous aviser sur la fiabilité de l'équipement. On va avoir aussi la qualité, une mesure de qualité, satisfaction client, gestion des stocks, coûts et délais, visibilité sur la chaîne d'approvisionnement. Même si c'est à l'extérieur, on le voit déjà. Quand on commande quelque chose sur une plateforme e-commerce, on va recevoir, maintenant, on est capable de suivre la prévision. Mais on sait que si on le combine avec la température, puis on se reporte à lundi dernier, il y a des chances que ça arrive en retard. Donc, on vient combiner des éléments qui sont externes, comme les données météo, pour être capable de vous donner un petit peu plus de prévisibilité par rapport à la performance ou la visibilité au niveau de la chaîne d'approvisionnement. On va parler de pénurie de main-d'œuvre pour difficulté de recruter, retrouver des travailleurs qualifiés. Comment on va s'adapter avec ces changements-là? Quelles données on va aller chercher? L'élément principal que je vais amener ici, c'est peut-être l'adaptation technologique. On parlait peut-être une des perceptions ou des freins à la compréhension, puis à l'intégration, à l'implantation, l'utilisation de l'IA en général, c'est la compréhension de ces modèles-là. Fait que ça prend des compétences pour le faire. Il faut se former, il faut rester agile parce que ça bouge très rapidement dans le domaine. Vous le savez, vous entendez, mais comment ça se transmet dans votre organisation?
c'est là où ça vous prend des pilotes, des gens qui restent informés. Il faut se donner le moyen de le faire. Les données requises pour l'IA, peut-être pour revenir aussi sur la question qu'on a eue, mais toutes données logistiques, données de produits, données de maintenance, données de marché, toute donnée qui est générée site web au niveau des visites, c'est toutes des données qui peuvent être utilisées et combinées pour créer du contexte, créer du contenu pour l'IA prédictive et ou générative. Est-ce qu'on a des questions, Josiane? Pour le moment. Parfait. En termes On de vient d'en recevoir une. Non, ça y est. Bon. Vas-y. Est-ce que l'intelligence prédictive, en combinant et croisant les diverses sources de données, peut nous aider à trouver les bonnes questions à se poser? Ou encore, est-ce que ces outils peuvent nous amener à regarder les bonnes zones et combinaisons de données pour saisir des opportunités à exploiter et des enjeux à solutionner qui peuvent nous échapper? Donc, on va détecter des problèmes, détecter des opportunités, mais c'est même pas nous qui lui demandons, c'est lui qui nous suggère des choses. En fait, oui, c'est possible avec la modélisation, l'utilisation combinée de l'IA prédictive. On va parler de prescription. Fait que l'IA aujourd'hui est capable d'analyser les tendances, comme je vous disais, les saisonnalités, les cycles. Puis ça, c'est à différents niveaux. Ça peut être au niveau des revenus de l'entreprise, ça peut être au niveau des produits. Par exemple, je vais donner l'exemple, et au niveau des clients. Donc, être capable, dans l'IA prédictive, être capable d'identifier les habitudes de la clientèle. Fait que si j'ai bien compris, la question, c'est comment je peux, est-ce que l'IA peut me permettre de m'auto-suggérer, si j'ai bien compris, des actions à prendre en fonction de mesures que j'ai soit placées, des KPI que j'ai placés ou non, ou simplement en observant des tendances. Avec la plateforme, ce qu'on fait, on émet des recommandations, par exemple, sur la clientèle. On vient analyser, peut-être que vous connaissez, dans le fond, les analyses RFM, donc Recency, Frequency, Monetary Value. On vient analyser, c'est quoi le behavior général d'un client chez vous. Fait que je vais vous donner cet exemple-là pour répondre à la question. Ben, en fonction de ses habitudes, on va être capable de déclencher une action, une suggestion d'action, ou carrément envoyer un courriel directement à un client que ça fait peut-être, normalement, il achète aux 30 jours, puis là, ça fait 45 jours qu'il n'a pas acheté. C'est une façon que le système va répondre avec des recommandations ou des actions prescrites par l'analyse de données. Il est capable de voir ces tendances-là, il est capable de vous donner ces actions-là. C'est à vous de décider ce que vous les prenez ou vous les faites prendre. Il y a des systèmes aujourd'hui avec le génératif qui permettent de tomber dans l'action directement. Et Nicolas, est-ce Oui. que l'intelligence artificielle, faudrait lui dire de nous sortir cette donnée-là ou c'est l'intelligence artificielle qui va développer comme des réflexes de dire si mes clients n'achètent pas régulièrement ou c'est moi qu'il faut qu'ils lui disent hey, surveille que mes clients achètent régulièrement? La notion d'entraînement est très forte ici. Il faut programmer le modèle à répondre à ces questions-là, effectivement. OK. Fait qu'il va pas. Mais est-ce qu'on pourrait lui demander de nous suggérer des questions qui pourraient être pertinentes? Mais il faudrait vraiment lui demander. Le génératif couplé OK. avec l'intelligence prédictive va te permettre de faire ça. L'intelligence prédictive, elle va dire, ouais, tel client, j'analyse son habitude, il est en dehors de sa zone, prends action avec lui, puis voici les actions suggérées. OK. Il est capable d'aller là, mais on l'a entraîné à ce modèle-là. On l'a entraîné à répondre à cette question-là. Là, il devient fort. Ce qu'on voit comme développement au niveau du génératif, c'est que lui va prendre les insights, puis il va apprendre par lui-même, l'intelligence avec auto-apprentissage. Il va être capable de réfléchir par lui-même éventuellement, puis de prendre action. OK. Mais Merci. la façon la plus simple d'y répondre, c'est oui, dans un modèle prédictif, il faut l'entraîner à répondre à cette question-là. Cool. Pas d'autres questions, Josiane? Non, pas d'autres questions pour l'instant.
Merci. Cool. En termes, on va tomber peut-être dans quelques. Ça a été peut-être beaucoup ou assez rapidement, là, mais si vous avez des questions, je le mentionne, vous allez avoir mes coordonnées à la fin. N'hésitez pas à me contacter ou par l'entremise de Josiane si elle accepte. Je pense Bien que oui, il n'y sûr. a pas de. Cool. N'hésitez pas à essayer de cadrer ça. C'est un défi dans 50 minutes. Il nous reste à peu près 15 à 20 minutes pour être capable de compléter. Il me reste les cas d'utilisation, le cadre pratique, puis un petit peu un regard sur le futur. Je vais essayer de ne pas trop vous étirer juste avant le dîner comme ça. Donc, en fait, comme premier cas pratique, comment il faut l'analyser? Il faut regarder avec quatre éléments en tête, avoir toujours 4 éléments, à savoir si mon cas peut être fait et s'il y a viabilité d'un cas pratique. Première chose, on va identifier une problématique. Donc, dans ce cas-ci, au niveau de la maintenance préventive, j'ai des pannes imprévues qui entraînent des interruptions de production. Oui, ça coûte. Puis j'ai peut-être aussi qui sont causées par l'usure prématurée des équipements que je ne mesure pas. Quelles données je vais avoir besoin pour être capable de répondre à cette problématique-là? Quelles mesures que je vais me donner? Bon, ben, je vais avoir des capteurs qui sont connectés sur l'équipement. La machine elle-même peut me donner de l'information que je peux prendre. Je peux voir des historiques de maintenance, les combiner, voir les pièces qui ont été changées sur l'équipement. Je peux voir les conditions de fonctionnement, donc mesurer en temps réel ce qui se passe avec l'équipement. La solution qu'on va implanter va venir analyser les données en temps réel, prédire les défaillances, puis avant qu'elles surviennent. Donc, lever les flags. Encore là, on va avoir de l'entraînement, on va choisir un bon modèle, voir les tendances, puis on va faire l'entraînement. Il y a des systèmes, il y a des solutions, il y a des compagnies qui font de l'implantation directement en maintenance préventive, qui ont des solutions complètes, qui utilisent l'IA prédictive pour être capable de le faire. Le ROI, vous le voyez venir, là, la réduction des coûts de maintenance, des arrêts de production, prolonger la vie des équipements, c'est essentiel comme manufacturier pour être capable de leverager ses investissements et fournir, avoir une productivité optimale au niveau de son entreprise. Le deuxième cas pratique, c'est un cas au niveau du contrôle de la qualité. Encore là, contrôle de la qualité, excusez, ma slide n'a pas changé ici. Je me suis senti comme Bambi sur la glace, là, ça ne patinait pas bien. Ça va bien, ça va bien. Le contrôle de la qualité, donc des produits défectueux qui entraînent des rejets, des retours clients, une baisse de la satisfaction. On veut capter ça avant de sortir. Il y a des systèmes robotiques, automatisation qui utilisent des capteurs de vision, des capteurs pour déterminer aussi, pour mesurer en temps réel les tolérances des pièces produites, toutes les relevés de qualité, tous les taux de conformité qu'on va aller prendre. Donc, ce qu'on va faire, on va agréger l'ensemble de ces données-là pour vous donner, encore là, possible d'être en temps réel ou même en temps latent, qu'on va dire, puis ajuster automatiquement vos paramètres de production en conséquence. Revenir peut-être vers le design pour dire, écoutez, à l'ingénierie, au design, on a des composantes qui sont plus difficiles à produire, pour lesquelles, dans le fond, on va avoir des changements à faire. Fait que réduction de rejet, amélioration de la qualité, amélioration de la satisfaction client, fait que les produits ne sortent pas de la shop s'ils ne sont pas à qualité approuvée. Je parlais tantôt de marketing numérique, même chose. Donc là, on veut voir dans quoi promouvoir, dans quelle région, à quel moment, auprès de quelle audience, quel type de client. On va utiliser l'historique des ventes. On va aller déterminer s'il y a des saisonnalités au niveau de la donnée. On va aller voir les comportements d'achat ciblés dans des régions. On va aller lire sur votre site web quels sont les clics, quelles sont les pages visitées, dans quelle région aussi, quels sont les produits aussi qui sont consultés pour être capable de trouver c'est quoi l'engagement client, analyser s'il y a des tendances plus fortes dans une région ou dans une autre pour être capable de cibler et de personnaliser vos offres. Normalement, on appelle ça de la conversion augmentée. Là. On va aller augmenter notre niveau de conversion, on va aller augmenter nos ventes parce qu'on cible le besoin client dans une zone très précise. Ce qu'on va utiliser comme technique, je ne vais peut-être pas parler pour les deux autres cas, mais ce qu'on va utiliser comme technique, tantôt je vous ai fait un parallèle à dire, bon, ben, il y a une série de techniques, une série de modèles qui peuvent être utilisés.
Dans ce cas-ci, ça va être du clustering. On va regrouper des données similaires, on va segmenter la clientèle. Puis ça, le système va apprendre à faire ça par lui-même. On va lui donner un algorithme, on va l'entraîner, on va lui dire, voici les différents paramètres qu'on veut que tu regardes. Puis là, automatiquement, il va être capable de nous segmenter la clientèle. Ce que ça nous permet de faire, ultimement, c'est d'envoyer de l'inventaire, si on a un magasin ou un centre de distribution dans une région précise, de cibler puis d'envoyer le matériel, donc de favoriser la production, d'aligner, de prévoir notre production en fonction des besoins dans chacun des secteurs qu'on va desservir. Prochain point, c'est au niveau de la prévision de la demande. Donc, prévision de la demande, on travaille avec des prévisions qui sont juste, moins justes. On va avoir du surstock, on va surproduire, on va avoir des points de rupture à des endroits, des backorders. Tout ça, pour être capable, si on veut être capable de gérer ces éléments-là, il faut être capable d'aller vers l'historique des ventes, aller faire des études de marché naturellement, mais aller connecter des indicateurs économiques externes pour être capable d'agréger, prévoir dans un premier cas le revenu au cours, par exemple, des 12 prochains mois. 2, on va descendre d'un niveau pour être capable de voir les clients, les régions qui sont anticipées au niveau de la croissance avec les données que j'ai. Si je vends internationalement, bien, je vais aller par pays, même Est-Ouest, là, ou dans différentes côtes, par exemple aux États-Unis, si je vends ce côté-là, bien, je vais avoir des comportements qui vont être différents aux deux extrémités. Comment? Bien, je vais utiliser de la régression linéaire, un modèle ARIMA qui me permet de prévoir les tendances à partir de séries qu'on va appeler des séries chronologiques. Donc, le système va analyser les données, va être capable de computer, de voir des tendances, d'agréger l'information. Puis, ça va vous permettre, d'éviter les surstocks le moins possible, de réduire les coûts parce qu'on va focuser sur ce qu'on va vendre finalement, pour répondre aux besoins et aux tendances du marché. Cinquième prévision de livraison, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est juste pour donner un autre exemple, de dire, je prévois dans le fond en fonction de données internes. Donc là, j'ai des données sur c'est quoi les différents centres de distribution, les changements de route que je vais opérer ou que mon paquet que je suis en attente va passer à travers telle route de livraison. Mes données, ben, je vais vouloir les coupler avec tout ce qui est prévision météo, prévision du trafic, les heures à laquelle je vais passer pour être capable de préciser la réception de ma livraison, être capable de vous donner le signal tout à l'heure. Donc, encore là, même exemple, c'est le cinquième ensuite, j'agrège des données historiques, des données externes dans un modèle pour être capable de produire la solution. Peut-être le dernier point qui est peut-être plus difficile à cadrer, mais qu'il faut utiliser encore là l'IA générative et l'IA prédictive. Par exemple, au niveau du service client. Perte financière, par exemple, liée à des réclamations fréquentes. Je reçois des réclamations de ma clientèle. Par exemple, je fabrique des meubles dans une situation X. Ben, mon meuble, lui, va passer à travers différentes mains avant de se rendre chez le consommateur. Donc, il va sortir, il va être livré à un centre de distribution pour un retailer en particulier. Du retailer, il va se rendre directement chez le consommateur. Il peut avoir plusieurs points où le meuble va être endommagé. Ça peut être aussi lié à l'utilisation du meuble. Donc, quels sont tous les historiques ou les points d'entrée, les cas, la description du cas, qui va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé avec le produit en question. Est-ce que ça arrive souvent? Ça me permet encore là de corréler l'information puis de dire, est-ce que ce meuble-là est tout le temps brisé après 2, 3, 4 jours d'utilisation? Revenir à l'information. Quand j'ai des milliers de cas, par exemple, je suis à haut volume puis je distribue à la grandeur du monde, puis j'ai 4000, 5000 SKU différents, c'est difficile d'établir les tendances, on va dire à l'œil nu ou à la compréhension humaine simple. Je vais avoir besoin d'outils pour être capable de corréler l'information. C'est ce que l'intelligence prédictive va faire, analyser les tendances, identifier les cas avec le génératif. Il va être capable d'analyser, par exemple, tous les textes reliés au cas de service.
ce que par exemple, vos agents de service à la clientèle vont prendre comme information, ce que le client va remplir comme demande de service, bien, le système va être capable d'analyser ça et de l'utiliser comme données contextuelles dans un cas de résolution comme celui-ci. Avant de passer à la mise en œuvre, as-tu eu d'autres questions, Josiane? Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Moi, j'en aurais une par contre. Quand on utilise là, un produit tel que le tien, là, une intelligence artificielle prédictive, on parle de justement la compatibilité des données. Dans le fond, quand on le met en œuvre, est-ce qu'il y a des ponts qui sont créés puis qui vont convertir pour que toutes les données deviennent similaires? C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, entre autres, ben oui, effectivement. Dans le fond, ce que tu dis, c'est j'ai des données qui proviennent de sites web, j'ai des données qui proviennent externes, par exemple, micro, macroéconomiques, puis j'ai mes données historiques. Comment je mets ça? Comment je mets tout ça ensemble? C'est un peu ça? Oui, c'est ça. OK. Je vais 2 slides plus loin. On dirait que tu as déjà vu la présentation, là, c'est spécial, mais oui, effectivement, je vais être capable de te répondre à ça. Je peux y aller tout de suite, de toute façon. La fondation même, c'est la capture de données. La fondation. Quand vous regardez un système, une plateforme, vous pouvez y aller de façon composable là, ou composable, là, être capable de unifier différentes plateformes. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est extraire, transformer et loader ETL. Donc, c'est des plateformes qui nous permettent de connecter à diverses sources. Ça peut être soit par API, par différentes technologies, soit par API, par lien direct, par importation de fichiers, par saisie directement. Il y a une multitude de données connectées directement à une base de données, par exemple, puis il y a de la donnée non structurée aussi qui peuvent survenir. Qui peuvent venir être très utiles, dans l'utilisation que le modèle va avoir besoin. Ce qui est important de comprendre dans un modèle de système d'IA prédictive, la donnée reste la fondation. Sans données, le système ne peut pas rien faire. OK? Il faut le nourrir. Donc, la première chose à regarder, quand on va venir en implantation, où on va vouloir aller vers le système prédictif, c'est regarder la donnée. Comment je vais l'intégrer? Comment je vais automatiser l'importation? Autre élément, nos modèles et algorithmes. Donc, ça, c'est l'exécution. C'est comment que la donnée va être crunchée. Fait que le modèle ou la fondation, pour répondre à ta question, Josiane, va utiliser la donnée et l'intégration d'automatisation pour être capable de classer, nettoyer les données et les mettre dans un format qui sont compatibles. Ça, la plateforme va faire ça. Puis après ça, on va nourrir le modèle ou les algorithmes pour être capable de produire les prévisions, les recommandations, les insights, la visualisation, pour que, ultimement, quelqu'un l'utilise, qu'on l'adopte, puis qu'on l'utilise. Ça va? Oui, merci. Cool. Je fais un petit pas en arrière. Fait que là, je vous ai présenté le système d'IA prédictif. Ce qu'il faut regarder, c'est peut-être la maturité du BI ou de l'intelligence à faire dans vos entreprises. Pour la plupart et traditionnellement, quand vous avez un ERP ou un système comptable aussi, à la base, quand je crée une entreprise, j'ai un système comptable. Je vais facturer ma clientèle. Bien, je vais déjà avoir du descriptif. Donc, des rapports, des formulaires, des rapports principalement, qui vont me décrire qu'est-ce qui s'est passé, qui vont me donner une vue sur vraiment mon historique complète de façon très segmentée pour être capable d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Le système, on va venir corréler des données. Donc, comparer, par exemple, des clients, des produits, les ventes avec des périodicités. On va commencer à faire du diagnostic. Par la suite, on tombe avec du prédictif et après, on tombe avec du prescriptif. La différence entre le prédictif et le prescriptif, c'est que le prédictif, il va utiliser les données historiques, les diagnostics, va produire des diagnostics par lui-même en utilisant les données descriptives pour être capable de produire, dans le fond, ce qui s'en vient, un peu de clairvoyance, là, puis on va tomber dans l'action avec le prescriptif. Donc, c'est là qu'on va aller recommander les meilleures actions à prendre dans les cas
en fonction des prédictions, en fonction aussi des targets ou des objectifs, qui est, par exemple, un stream de données ou un élément de données qui est important de comprendre, c'est que je vais avoir mon historique, je vais avoir ma prédiction par rapport à mon historique, mais aussi, le système peut aller s'alimenter de où je m'en vais. C'est quoi mon objectif ultime? Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? C'est quoi mon target? En nourrissant, dans le fond, l'IA, ben, il va pouvoir émettre des recommandations en lien avec vos objectifs. C'est ce qui est aussi qui décuple la force de l'IA prédictive. Parce que je vais nourrir, oui, avec mes données historiques, mon contexte externe, les données microéconomiques, et vers où je veux aller. Quand je parlais d'entraînement tout à l'heure, c'est ce qu'on veut faire. Parfait. Donc, le système prédictif, je ne reviendrai pas là-dessus, mais dans le fond, fondation au niveau des données, exécution au niveau du modèle, toujours en utilisant l'intégration. Donc, je peux prendre la donnée, par exemple, d'un ERP, le passer à travers mon modèle et le retourner à mon ERP et ou mon CRM. Dans le cas d'action précise, je vais prendre l'exemple au niveau des ventes. J'ai des différences au niveau des behaviors clients. Le système, au lieu que je l'entraîne à prendre les actions, que je le connecte sur un système pour envoyer des courriels, par exemple, ou des SMS automatiquement, je vais le connecter à mon CRM. Donc, le système va créer, le modèle prédictif va créer des actions, va prescrire des tâches dans le CRM automatiquement en fonction de ce qui, pour que mon agent, mon directeur de compte, puisse être informé de ces changements-là et prenne action directement. Fait que là, on va passer du traditionnel, je parle à mon client aux 6 mois ou aux 4 mois. Fait que là, on est le 25 février, je lui parle le 25 mai, par exemple. Le système, lui, va être capable de vous ramener et d'ajuster ces visites-là ou ces discussions-là en fonction des événements. Donc, on va être beaucoup plus adapté à personnaliser notre offre, mais aussi aux besoins du client. Un projet prédictif, qu'est-ce que ça mange? Un projet prédictif, vraiment, là, on va commencer par identifier le défi directement. Ce qui est le plus important. À la base, là, c'est vraiment identifier le défi, la mesure qu'on veut prendre action, le problème qu'on veut résoudre pour être capable d'identifier, dans le fond, l'information. Donc, définir la problématique, quantifier le critère de succès. Étape 0, on part avec ça. Sinon, on n'a pas de projet, naturellement. Collecte de données, donc on va aller récupérer les informations pertinentes, les données clients, les transactions, se connecter au capteur, on va aller récupérer la donnée. Deuxième étape, on va aller vers le nettoyage, la mise en forme, l'intégration. Troisième étape, encore là, je répète la même information depuis le début, on modélise, on utilise le moteur IA pour être capable de nous sortir l'information, les insights. Ensuite, on va déployer, mesurer, déployer, puis on va aller en surveillance et en ajustement. Il y a une flèche qui traverse l'ensemble. C'est l'adoption. L'élément, quand vous allez penser à un projet prédictif ou projet de digitalisation, numérisation ou transformation numérique, pensez systématiquement à comment je vais utiliser, qui va utiliser et nécessairement gérer votre changement dès le départ. C'est un des défis qui devrait toujours être là. Fait que, j'ai par exemple une problématique sur mon plancher de production ou j'ai une problématique d'approvisionnement. Je vais vouloir mesurer un petit peu mieux, connecter les streams de données, aller faire de la prévision au niveau de mes inventaires, par exemple. Mais je vais connecter. La première chose aussi l'autre chose que je vais vouloir adresser, c'est la gestion du changement. Comment je vais amener cette information-là? Qui va l'avoir? À quel moment? C'est l'élément le plus important. Parce que l'adoption, c'est beau, dans un projet de transformation numérique ou de changement technologique, comme celui, par exemple, d'intégrer l'IA prédictive, on va choisir un modèle, on va choisir une technologie. Mais ces deux éléments-là contribuent à 30% du succès, uniquement, simplement.
70% de l'atteinte du succès est les gens, l'humain, qui va l'utiliser. Donc, l'IA au service de l'humain, on le dit aujourd'hui beaucoup, ou human in the loop aussi, là, tout le temps, pour être capable d'encadrer, dans le fond, les réponses de l'intelligence artificielle. Bien, 70% des succès, c'est l'adoption associée. Fait, partez d'abord avec les gens, la problématique, les gens, pour ensuite aller vers la technique. Autre élément à considérer, l'IA prédictive, comme je disais tantôt, c'est de la prédiction. Il y a un intervalle de confiance qui va se bâtir. C'est un range, finalement, qui va être là. C'est une prédiction, donc ce n'est pas juste. Il va falloir travailler. Puis la meilleure façon de travailler avec ces outils-là, c'est de l'inclure dans votre prise de décision. Donc, puis, au niveau des deux façons de prendre vos décisions en entreprise, on va parler de décision instrumentale et de décision identitaire. Travailler avec un équilibre, mais l'IA va vous amener à être beaucoup plus instrumental qu'émotif ou identitaire. C'est normal, c'est la base. Ça va vous améliorer, mais il ne faut pas juste ignorer notre intuition complètement, nos valeurs, notre perception de soi, etc., etc. Donc, il faut établir un équilibre décisionnel en entreprise. C'est encore là super important d'être capable de mesurer. C'est pour ça que la boucle de mesure est importante. La rétroaction est importante. Je vais peut-être aller un petit peu plus rapidement. Je vois qu'il nous reste à peu près 3 minutes, Josiane. Fait que je vais vous parler du futur. Puis encore là, je vous rappelle, si vous avez besoin de m'argent, vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre directement par courriel. J'ai laissé mon numéro de téléphone aussi. Mais Josiane, il n'y a pas de problème aussi à transmettre mes coordonnées. Au niveau du futur, donc dans le fond, première chose qu'on va aller regarder, ce qu'on voit quand on se projette, on va parler de données. J'en ai parlé tout le long dans les 50 quelques dernières minutes. La donnée, d'ici les 3 à 5 prochaines années, il va y avoir encore une explosion. Il parle même, là, parce que j'ai lu une étude récemment, là, notamment faite par NAM, National Association of Manufacturers, qui disent que la quantité de données générées en entreprise va doubler dans les 18 à 20 prochains mois. Donc, l'IA se nourrit de données, magnifique, on va avoir plus de données. Plus de données va nous amener dans plus de contexte. Donc là, on sera plus limité à quelques streams de données. On va augmenter la précision en ayant beaucoup plus de contexte. On va avoir des modèles qui vont être beaucoup plus sophistiqués. On va être capable de résoudre, par exemple, et de prévoir de façon beaucoup plus synthétisée et beaucoup plus précise. Puis là, ben, c'est dans plein de cas. Là. Il nous parlait de prévision des épidémies, la personnalisation de l'éducation, par exemple, puis toute la gestion des risques climatiques. Ça sort de notre entreprise, mais pour lequel on est impacté. L'instantanéité est le prochain aussi. On a vu aussi quelques éléments où on a des systèmes ou des réseaux neuronaux ou du machine learning qui peuvent être, ou des modèles qui peuvent être exploités à l'interne dans l'entreprise. Donc, je parle d'instantanéité, on élimine la latence ou on la réduit. Donc là, le délai de traitement, par exemple, entre l'équipement qui est sur un site de fabrication, la donnée est envoyée un système qui l'analyse, qui est cloud, et qui le retourne, dans le fond, à l'utilisateur. Donc, on va éliminer ce qu'on va appeler du Edge AI. On va éliminer l'utilisation de serveurs distants au fur et à mesure. On va encapsuler la donnée. Ça va amener des bénéfices au niveau, oui, de la latence, réduire la latence, augmenter, dans le cas, par exemple, là, de l'automobile intelligente, self-driving. On va renforcer la confidentialité. On va être capable de travailler dans un mode où on va contrôler l'ensemble des données qui sont entrantes, sortantes dans notre modèle. On le contrôle à 100%. Fait que ça va venir avec l'utilisation réduite de la capacité. L'autre élément, maîtrise, compréhension, encore là, comprendre la boîte noire de plus en plus. Il y a des systèmes aujourd'hui, quand vous avez commencé, vous avez vu les mises à jour récemment au niveau du générative AI.
les différents modèles commencent à vous inclure dans la pensée et vous allez voir les différentes étapes à lesquelles ils passent pour être capable de produire le résultat escompté. Donc ça, on va en avoir de plus en plus. Naturellement, on parlait d'automatisation au niveau du machine learning, les plateformes no-code, donc être capable de démocratiser l'utilisation par des outils qui sont beaucoup plus intuitifs qu'aujourd'hui. Puis je termine avec ça, vraiment, l'humain au centre. Il faut toujours regarder que c'est dans le fond, l'avenir ne consiste pas à remplacer l'humain, mais à renforcer les capacités, à prédire des insights, des recommandations, tandis que l'humain l'utilise avec son propre jugement. C'est pour ça que je vous parlais tantôt de balancer votre processus décisionnel. Ça conclut la présentation, 12h01. Donc, je peux prendre quelques minutes s'il y en a qui ont des questions. Oui, on a une question. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de serveurs et de BD local ou exactement le contraire? C'est une bonne question. Ma réponse va être partagée. Ça dépend de votre situation. Moi, je pense qu'avec la confidentialité des données, les problématiques qu'on a avec le cloud, puis on en parle aujourd'hui avec la souveraineté nuagique, on va avoir un mix des deux. Moi, je pense que ça va perdurer. On va continuer à avoir des serveurs ou de la performance ou de la puissance localement, qu'on va être capable d'aussi leverager l'externe, le cloud, pour être capable d'atteindre des résultats. Peut-être qu'on n'a pas augmenté la capacité, par exemple, en un claquement. Mais je pense que les deux vont demeurer et vont renforcer, dans le fond, le use case de l'AI en s'en allant par là. Merci. On a plusieurs remerciements dans le chat pour dire que c'était très clair. Ta présentation a été bien appréciée. Je te remercie beaucoup de ta contribution aujourd'hui. J'invite vraiment les participants à te contacter pour poursuivre la conversation, pour en savoir plus sur les outils que tu offres et tout simplement par rapport à l'intelligence artificielle. Et je te laisse le mot de la fin. Cool. Ben, merci, Josiane. C'est super apprécié. Merci à tous pour c'est chaudement reçu. Ça fait plaisir. Je mets du temps là-dedans. C'est une passion. Je ne sais pas si ça s'entend, mais j'adore discuter de ces événements-là. Donc, besoin, pas besoin, pour moi, le plaisir, c'est d'avoir la discussion et puis d'avancer. Si je peux vous aider, je suis là. Merci à tous. Bonne fin de journée. Amusez-vous. Merci. Au revoir. Cool. Bye bye.